Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore là en fin de journée. Il y a eu des départs, mais je vois qu'il y a encore les irréductibles qui sont encore présents. Merci. Voilà, moi je vais vous présenter un retour d'expérience sur un chantier d'amélioration de sol par injection de résine expansive. Technique assez récente, puisqu'elle a une vingtaine d'années. On a beaucoup travaillé pour la développer et aujourd'hui, effectivement, elle commence à se démocratiser un peu plus. Donc, je vais vous parler d'un chantier en plein Paris sur un ouvrage haussmannien. Donc, le sommaire, ce sera d'abord une petite introduction. On parlera ensuite du contexte géotechnique. On définira les objectifs qui étaient prévus, les contraintes d'exécution, qui étaient assez lourdes. Ensuite, les solutions, enfin la solution proposée. Je vous parlerai aussi des solutions, des autres solutions qui étaient envisagées initialement. Des éléments de prédimensionnement, des informations sur la mise en œuvre des injections, les validations des objectifs, bien entendu, et puis une petite conclusion pour terminer. Et tout ça en 20 minutes, si j'ai bien compris, donc il va falloir. Je vais aller assez vite. Alors, pour commencer, donc bâtiment haussmannien, datant de 1867, édifié en R+5 sur 1 à 2 niveaux de sous-sol, en plein Paris, en plein 7e arrondissement, donc localisé entre le boulevard Saint-Germain et le quai Anatole France. Donc en fait, pardon, voilà. Il est localisé ici. Ici, vous avez l'Assemblée nationale, le pont de la Concorde ici, et donc la Seine. Nature de l'occupation, je vous ai mis sensible parce qu'on est dans un contexte particulier. Le bâtiment accueille l'administration de la Commission européenne et du Parlement européen, donc des fonctionnaires de Bruxelles, qui sont assez exigeants en termes d'occupation des locaux en cours de chantier. Donc, ça, c'était vraiment, je dirais, une phase un peu délicate à gérer. L'origine des désordres, puisqu'on est intervenu suite à des ordres, était une altération des sols en profondeur et au niveau de l'assise de l'ouvrage. Alors, le contexte géotechnique. On est sur des fondations filantes en béton cyclopéen, présentant donc des niveaux d'assises très variables, entre 3,20 m et 5,75 m par rapport au premier niveau de sous-sol, sachant que localement, on a 2 niveaux de sous-sol. Les largeurs de fondation de 75 à 1,25 m, donc sur toute la hauteur du soubassement. Terrain d'ancrage hétérogène, du coup, puisque effectivement, on avait soit un niveau d'assise qui se positionnait dans les remblais, soit dans des alluvions modernes, soit dans les alluvions anciennes de la Seine. La problématique ici, c'est qu'on avait face à nous un contexte géotechnique qui est assez fréquent dans les alluvions modernes et dans les remblais, un peu moins dans les alluvions anciennes. Donc des caractéristiques médiocres, voire faibles, à très faibles dans les remblais et alluvions modernes, et des lentilles d'altération au sein des alluvions anciennes, et ce, pratiquement jusqu'à la base des alluvions anciennes, c'est-à-dire au toit du calcaire grossier. Les altérations en profondeur sont supposées être liées aux différents pompages de nappes qui sont présents en périphérie du site. Et en particulier au niveau, vous avez un gros site de pompage au niveau du parvis de l'Assemblée nationale, qui était donc tout près. Donc voilà l'ouvrage. Je vous ai mis, donc ça c'est, vous avez différentes reconnaissances, les rectangles là que vous voyez. Donc ça c'est les reconnaissances de fondation. Il y a différents sondages qui ont été faits aussi au niveau en phase G2 Pro par un bureau d'études qui a vraiment fait un très gros travail. Donc on a une assez bonne synthèse en fait du contexte géotechnique sous l'ouvrage. Donc voilà. Alors,
Ici, donc, vous avez une coupe transversale donc, qui va effectivement du quai Anatole-France au boulevard Saint-Germain avec des reconnaissances, sondages pressiométriques enregistrés, avec enregistrement de paramètres, pardon, des pénétromètres aussi. Et donc vous voyez qu'effectivement, localement, apparaît de fortes décompressions, que ce soit dans les sondages pressiométriques avec enregistrement de paramètres, ou que ce soit dans les pénétromètres. Alors l'avantage du pénétromètre, il est, je dirais, assez commode parce qu'il propose effectivement une coupe continue et donc assez intéressante pour repérer les anomalies, surtout quand on a des lentilles dans un matériau censé être homogène comme les alluvions anciennes. C'est le même genre d'intérêt que les enregistrements de paramètres sur des sondages, sauf qu'effectivement la logistique est un peu plus légère. Donc une autre coupe, effectivement, ici vous êtes au niveau de la coupole, voilà. Donc là vous êtes vraiment à la jonction donc du boulevard Saint-Germain et du quai Anatole-France ici, donc c'est à l'opposé finalement du bâtiment. On a toujours ces mêmes anomalies. Alors attention ici, le diagramme est inversé, hein, donc en fait les anomalies effectivement sont là. Alors une coupe longitudinale qui retrace effectivement et qui confirme les différentes anomalies. Là-dessus, on a réalisé effectivement des reconnaissances complémentaires parce que effectivement les objectifs initialement étaient de traiter les 300 mètres linéaires, bien entendu pour stabiliser l'ouvrage. Un traitement jusqu'à, alors initialement, 11 à 12 mètres. Et des sondages complémentaires ont été faits, entre autres dans le cadre d'une G3, mission G3, pour effectivement optimiser les profondeurs d'injection, parce qu'effectivement, là, 11-12 mètres, ça devenait un peu délirant et très fastidieux et compliqué à réaliser dans des délais extrêmement courts. En termes d'amélioration, il fallait effectivement améliorer les caractéristiques mécaniques des terrains pour retrouver une assise satisfaisante au niveau des fondations et puis surtout retrouver des caractéristiques mécaniques confortables au niveau des lentilles d'altération au sein des alluvions anciennes. Les contraintes d'exécution, alors c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc on est sur un site un peu sensible, donc en dehors effectivement de l'accessibilité limitée, puisqu'on a travaillé en sous-sol, on avait une emprise de base chantier. Tout le monde sait ce que c'est que la base chantier. Nous, elle a été limitée à un bout de trottoir de 40 mètres carrés. Donc c'était extrêmement compliqué effectivement d'organiser et de gérer le chantier en étant extrêmement limité sur cette base-là. Bon, on a réussi quand même à se débrouiller. L'intervention en site occupé, hein, donc sensible, avec des occupants extrêmement exigeants. Mais ça, je dirais que c'est assez fréquent. Une durée d'intervention limitée à 3 mois, et pas un jour de plus. Une hauteur de soubassement, et ça c'est dans l'exécution assez importante, hein, puisqu'il nous fallait effectivement traverser les 5 mètres jusqu'à 5,75 mètres de soubassement pour aller traiter les sols. En sous-face. En profondeur d'injection, là aussi, on atteint les limites de la technique, hein, puisqu'on est à 11,50 mètres au maximum, et que là, on est vraiment limite. Bon, malgré tout, on a adapté un peu la technique habituelle. Donc, je vais vous détailler un peu les éléments un peu plus tard dans la suite, pour pouvoir justement atteindre ces 11,50 mètres. Classiquement, sur, je dirais, la méthodologie habituelle, les moyens habituels employés, on se limite à peu près une dizaine de mètres. Voilà. Alors, la solution proposée. Déjà, dans le cadre effectivement de la G2 Pro, il y avait 2 solutions qui étaient proposées. Effectivement, initialement, c'était soit la reprise en sous-œuvre par micropieux à 20 mètres. Alors là, il y avait une grosse contrainte, 2 grosses contraintes, les délais et le budget. La deuxième solution, c'était les injections de résine expansives qui permettaient effectivement, avec un phasage adapté et des moyens aussi tout aussi adaptés, de pouvoir répondre aux exigences.
Alors, l'injection de résine expansive, et donc l'amélioration de sol par ce type de procédé, consiste finalement à injecter un matériau expansif, qui est une résine polyuréthane à très forte expansion, qui va, en s'expansant, s'opposer au confinement du sol et par là même le densifier. Donc effectivement, là je vous ai mis un petit graphique où vous avez d'un côté effectivement, ici c'est l'expansion de la résine par rapport à la densité relative, d'accord. Et puis ici vous avez le confinement du sol. Vous voyez que finalement la résine en s'expansant et en s'opposant au confinement du sol va le densifier jusqu'à ce qu'on avait appelé une pression limite, un état de confinement limite, qui, une fois atteint, finalement, refusera l'amélioration. Elle est liée, cette pression limite est liée directement aux caractéristiques de la résine. Plus vous avez une résine qui a des capacités d'expansion, et quand j'entends capacité d'expansion, j'entends deux choses. C'est une capacité d'expansion volumétrique et une capacité de développement d'une pression de gonflement élevée. Donc plus cette capacité d'expansion est élevée, plus vous avez la possibilité d'avoir une amélioration importante. Et bien entendu, inversement, plus la capacité d'expansion est faible, plus l'amélioration sera faible. Ceci dit, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement employer des résines à expansion extrêmement forte. Il faut que l'expansion soit adaptée à la nature du sol et, je dirais, aux objectifs recherchés. D'accord ? Alors, sur le principe, assez simple, je pense qu'il y a eu beaucoup de communication sur l'injection de résine. Donc ce petit schéma, vous avez dû, enfin en tout cas bon nombre d'entre vous ont déjà dû le voir. Donc il s'agit effectivement, à travers des forages, en traversant le soubassement et les fondations, d'aller injecter de la résine expansive au niveau des terrains d'assises des fondations. Ces injections, comme nous sommes sur un matériau expansif et que nous travaillons que sur les caractéristiques expansives de la résine, et non sur la pression d'injection ici, contrairement aux injections classiques, les injections sont soumises à contrôle permanent. Un contrôle de l'ouvrage, bien entendu, parce qu'on a un risque de mouvement ascendant qui peuvent être préjudiciables pour l'ouvrage. Et puis, en cours de chantier, systématiquement, vous avez des contrôles mécaniques pour effectivement vous assurer que l'amélioration est respectée. Donc, vous avez une résine ici, par exemple, dans le cadre de chantier, qui est une résine à très forte expansion, avec une expansion volumétrique qui va jusqu'à 30 fois son volume. Alors, quand on exprime l'expansion volumétrique maximale, elle s'exprime par rapport à l'expansion à l'air libre, c'est-à-dire sans confinement. D'accord ? Donc quand on vous parle d'une expansion à 30 fois le volume initial, c'est une expansion à l'air libre, toujours. C'est la référence. Et la pression de gonflement maximale, donc ça c'est la pression, la capacité à développer une pression de gonflement de 10 MPa ici, ce qui nous permet effectivement d'avoir une résine à forte capacité d'amélioration. Donc comme je vous disais, bon, traitement toujours sous contrôle. Les effets que propose cette technique. Donc d'abord, une augmentation des caractéristiques mécaniques, bien entendu, par densification des sols. OK. Amélioration de la cohésion et de la résistance aux cisaillements, en particulier par effet de cimentation dans les sols grenus. Parce que dans les sols grenus, vous avez un double effet, c'est que vous avez un effet d'imprégnation et donc de cimentation. Vous avez un comblement des vides, et quand j'entends vide, je parle des macro-vides, voire même des vides beaucoup plus importants, décimétriques, voire métriques. Un rééquilibrage des contraintes structurelles par réhomogénéisation de la résistance des sols d'assises. D'accord ? Quand vous avez effectivement des tassements différentiels sur un ouvrage, le traitement permet effectivement de rééquilibrer et de réhomogénéiser la contrainte au niveau de l'assise des fondations. Et
quand c'est souhaité, et si c'est possible, j'ai oublié de le mettre, mais si c'est possible, on peut envisager un relevage, et un relevage, attention, modéré. Quand on parle de relevage, on est de l'ordre du millimètre. OK ? Alors, une fois qu'effectivement on a opté sur la solution injection de résine, il nous fallait effectivement vérifier par rapport aux caractéristiques géotechniques proposées, enfin du site, pas proposées, mais du site, voir si effectivement la technique était envisageable et était en tout cas capable de répondre aux objectifs demandés. Donc on a fait des prédimensionnements. Donc, chez Uretech, on a un petit logiciel de prédimensionnement qui nous permet effectivement de calibrer les injections et donc de calibrer en particulier le maillage, le phasage et les quantités de résine à injecter. Donc par rapport effectivement aux objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient de l'ordre de 0,35 mégapascal de contrainte à l'ELS, on a défini effectivement un maillage et des quantités de résine à définir, à injecter. Pardon. Le maillage, voilà comment ça se présente. Là, alors là, on parle habituellement de maillage, on parle de maillage quand il s'agit de maille horizontale. Là, on est sur du vertical. On est sur un anthrax vertical, donc des lignes d'injection avec des espacements de l'ordre du mètre, et des anthrax horizontaux de 1,20 m à 2,40 m. Alors, petite précision, habituellement, ce n'est pas ce genre d'anthrax qu'on trouve dans le cadre de cette technique. On est sur des anthrax beaucoup plus réduits, des anthrax horizontaux. Pourquoi classiquement, on est de l'ordre de 50 cm. 50 cm, 1 mètre. Là, pourquoi on a étendu à 1,20 m, 2,40 m, c'est compte tenu de la profondeur des soubassements, on avait la possibilité, effectivement, je dirais, d'écarter la maille, et, pour le dire vulgairement, d'envoyer la sauce. Donc, on pouvait élargir, effectivement, le bulbe d'amélioration en envoyant des quantités beaucoup plus marquées, ce qui nous permettait, en termes de rendement, d'être beaucoup plus efficace. Alors, voilà comment ça se présente. Donc là, vous avez la répartition, en fait, des profondeurs d'amélioration en fonction des résultats obtenus lors des sondages complémentaires, sachant qu'effectivement, l'idée, c'était d'optimiser les profondeurs et pas forcément d'aller à 12 mètres quand ce n'était pas nécessaire. Donc, la répartition, ici, vous avez des zones à 8 mètres, des zones à 9 mètres, ici, de profondeur, des zones à 10,50 m et les plus importantes ici à 11,50 m au niveau de la mitoyenneté de l'ouvrage. Alors pourquoi 8 mètres ici? En fait, on avait une autre contrainte supplémentaire, c'est qu'ici vous aviez deux tubes de la RATP qui passent juste en bordure d'ouvrage, et donc effectivement on avait des contraintes émises par la RATP pour éviter d'aller endommager les tubes. Autre contrainte aussi dont je ne vous ai pas parlé ici, mais qu'on pouvait voir sur les coupes, c'est qu'ici vous avez un collecteur égout, des égouts de Paris, qui passent le long du mur. Deuxième niveau de sous-sol, bon, voilà la répartition. Alors, quelques photos pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là-bas, vous avez effectivement les différents percements à travers des tubes de l'ordre de 12 mm de diamètre qui sont percés et insérés à travers le soubassement jusqu'au niveau d'injection requis. Voilà les contraintes auxquelles on était exposé, donc avec des zones de confinement assez importantes et pas toujours faciles effectivement à aller travailler dans ces zones-là. Et vous voyez qu'effectivement, donc là, vous avez un certain nombre de tubes qui ont été disposés. Pourquoi? Parce qu'on avait un maillage primaire qui a été mis en place. Lors des contrôles intermédiaires, l'objectif n'était pas atteint, donc effectivement, il nous a fallu faire des compléments, et donc c'est comme ça que vous vous retrouvez effectivement parfois avec un nombre de percements assez important. Bon, ici, je vous ai mis effectivement une autre photo, donc vous voyez, on a la photo du chantier. Donc là, en fait, la résine arrive par ce tube, vous êtes sur un pistolet d'injection ici, donc c'est du matériel extrêmement léger, et chaque injection, chaque quantité est enregistré à chaque point d'injection. Ce qui nous permet effectivement d'avoir un suivi des quantités assez précis en fonction de la zone.
Alors, quand on ne pouvait pas effectivement réaliser les percements en particulier avec les moyens traditionnels, on a utilisé une machine de forage ici, démontable. Donc là, on est sur une méthodologie différente, avec effectivement un percement tous les mètres. D'accord? Donc forage tous les mètres. Et là, en fait, vous avez ce qu'on appelle une tulipe d'injection. C'est-à-dire qu'en fait, dans le même tube, on va injecter pratiquement toute la colonne d'injection à différents niveaux. Sauf au niveau de l'assise des fondations, sur les premiers mètres sous la fondation, où là, on va quand même faire du percement, parce qu'il est difficile, effectivement, de pouvoir garder l'axe d'amélioration avec une machine de forage en faisant qu'un seul forage. Ce n'est pas possible. Donc, là, ça, c'est pour l'injection en profondeur. Et quand vous avez ici, là, des tubes comme ça, c'est pour les injections qui sont réalisées juste sous la fondation, enfin, en tout cas, sur les premiers mètres. D'accord? Validation des objectifs, pardon. Donc, effectivement, suite aux injections, on a fait différents contrôles. Alors, contrôle permanent au pénétromètre, comme je vous le disais, l'avantage du pénétromètre, c'est que vous avez un contrôle en continu, ce qui, dans le cadre de lentilles d'altération, permet effectivement d'avoir quelque chose d'assez intéressant comme résultat. Donc là, voilà, toute une série de pénétromètres qui ont été faits, avant, après. Je vous ai mis effectivement ici un exemple de résultat qu'on a eu sur le sondage numéro 6. Bon, et vous voyez qu'effectivement, en jaune, vous aviez les résultats avant injection. En marron, vous avez après injection. Donc, des résultats extrêmement satisfaisants. Alors, pourquoi aussi satisfaisants ici? Parce qu'on est quand même dans des terrains plutôt sableux, sablo-graveleux, et qu'en principe, dans ces terrains-là, on a très très bons résultats. Avoir des résultats comme ça, avec une amélioration aussi importante dans des terrains argileux, c'est beaucoup plus compliqué, voire pratiquement impossible. L'amélioration est beaucoup plus modérée. Des sondages précieux, bien entendu, en complément. Donc, il y a une série de sondages précieux. Je vous ai mis un exemple d'un des sondages qui ont été réalisés ici. Au final, donc, les objectifs sont validés. Vous dire quand même, comme tous travaux d'amélioration, c'est que finalement, la justification de l'amélioration ne se fait pas par le prédimensionnement, mais bien par les contrôles qui sont réalisés après amélioration, systématiquement. En termes de quantité de résine, 25 tonnes injectées sur l'ensemble de l'ouvrage, ça respectait à peu près à quelques centaines de kilos près les prévisions. Donc un chantier plutôt satisfaisant pour nous. Voilà, donc les avantages, je dirais, de la technique, en conclusion, c'est d'atteindre un niveau de portance souhaité. L'amélioration a permis effectivement de réduire et d'annihiler les anomalies en profondeur. On a pu intervenir dans des locaux occupés, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, mais bon, finalement, ça s'est quand même, au final, pas mal passé. La rétrocession de l'ouvrage s'est finalement faite dans les délais, à 3 mois, après avoir réalisé un traitement donc 300 mètres linéaires. Voilà. Merci de votre attention. Merci pour cet intéressant exposé. Il y a encore quand même beaucoup de monde. Alors, qui pose la première question? Ah, j'attaque. Okay. Bonjour. Bonjour. De la SNCF. Les injections sont faites du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Les phases successives? Alors là, c'est réalisé du haut vers le bas. D'accord. On pourrait penser qu'on aurait besoin d'adapter les caractéristiques de la résine à la profondeur, puisqu'en fait, elle a une expansion et une pression maximum. En fait, oui. Non, c'est la même résine qui est utilisée pour toutes les profondeurs. Pas forcément. Ici, il y a eu 2 résines d'employées. Alors, pas pour des raisons d'expansion, pour des raisons, en fait, simplement de profondeur. Je vous explique. La résine polyuréthane est un matériau qui va s'expanser, donc qui va réagir dans le cadre d'une réaction de polymérisation dans un laps de temps extrêmement court, de l'ordre d'une dizaine de secondes. Absolument. Ce qu'il faut, donc, c'est de pouvoir, à partir du pistolet d'injection, envoyer la résine du pistolet jusqu'au point
d'injection qu'on souhaite atteindre en moins de 10 secondes. Donc, effectivement, vous comprenez bien qu'effectivement, plus les profondeurs sont importantes, au bout d'un moment, on va être quand même extrêmement limité par la profondeur parce que la résine va prendre dans le tube. Une fois que la réaction a commencé, si elle a commencé dans le tube, c'est mort. Le tube, vous pouvez l'enlever, c'est fini. Donc là, effectivement, on est obligé d'adapter et de mettre des résines qui vont avoir un temps de polymérisation un peu plus lent, ce qui va nous permettre effectivement de pouvoir atteindre ces profondeurs-là. Voilà. Mais globalement, en termes de capacité d'expansion, on est sur les mêmes caractéristiques. Pourquoi? Parce qu'ici, effectivement, on avait quand même un ouvrage extrêmement massif, avec une forte inertie, des soubassements assez profonds. Et donc là, j'ai envie de dire, on a pu un peu s'en donner à cœur joie, on y est allé, quoi. Et donc, effectivement, la résine, on a utilisé la même résine. Quand on est sur des ouvrages beaucoup plus sensibles et fragiles, alors là, attention. Effectivement, il faut adapter. On prend des résines. Déjà, on a des résines avec des expansions un peu moindres, plus modérées. Et on va avoir un travail, je dirais, plus soigné, plus fin. Voilà. Encore une question. Comment on descend à 12 mètres sans foreuse pour faire, à 12 mètres sans foreuse? Vous avez parlé de méthode on peut traditionnelle. Pas. À 12 mètres, non. À 10 mètres, oui. À 10 mètres, on peut. Aujourd'hui, on a un système de... Alors, on a des perforateurs portatifs, ILTI. 10 mètres. Et en fait, ah oui, mais ça paraît très artisanal, mais on arrive à aller jusqu'à 10 mètres. Par un système, effectivement, de rallonge, avec un système à eau. Donc, c'est de l'injection à eau qu'on a mis au point en interne et qui nous permet, effectivement, d'aller à 10 mètres. 10 mètres, c'est vraiment ric-rac. Voilà. C'est ça la limite de la méthode, alors? Il n'y a pas que ça, mais entre autres, oui, il y a cette limite-là. Oui. Pour ce qui concerne la proximité d'ouvrage, vous avez dit que vous n'aviez pas modifié les injections ou pas fait d'injection. C'est quoi la distance critique par rapport à un ouvrage existant ou quelle est la pression que vous générez à une certaine distance du fait de vos injections? Alors, ça va dépendre effectivement du volume, bien entendu. Et en fait, classiquement, le bulbe, je dirais à partir on peut aller sur un rayon d'1,50 m, à peu près, 1,50 m, parfois 2 mètres, effectivement, mais au bout d'un moment, si vous voulez, le volume devient aberrant. Donc, ça n'a aucun intérêt, effectivement, d'augmenter le volume par rapport, enfin, le volume de résine, j'entends, par rapport au volume du bulbe d'amélioration. Donc, classiquement, le maximum, c'est de l'ordre d'1,50 m, allez, on va dire 1,75 m, en rayon. Un rayon d'1,75 m? Oui. C'est-à-dire que quand vous avez un ouvrage plus près que 1,75 m, alors, quand on a un ouvrage... on limite la quantité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affiner le maillage, on va multiplier le nombre de points et on va faire des bulbes d'injection beaucoup plus limités avec des quantités de résine beaucoup plus réduites. Voilà, ce qui nous permet effectivement de limiter l'expansion et donc d'éviter d'endommager les ouvrages avoisinants. Merci. Alors, c'était pour vous? Voilà. Oui, bonjour. Une question. Donc, lorsque vous injectez en fait et que la mousse va faire prise, elle chasse complètement le sol. Disons qu'on a juste du polymère qui vient pousser le sol. Je ne vous l'ai pas mis là parce qu'on ne pouvait pas tout dire, mais en fait, vous avez deux modes de diffusion. Vous avez soit ce qu'on appelle la diffusion en bulbe. On est plutôt sur des sols grossiers. D'accord, où effectivement vous avez à la fois un sol qui est chassé et à la fois une imprégnation. Vous avez les deux. Ensuite, vous avez les sols fins. Les sols fins, vous n'avez pas de bulbe. Vous avez une diffusion de claquage. En fait, c'est du claquage. Et vous avez tout un réseau de claquage qui est mis en place et qui, lors de l'expansion de la résine, va effectivement consolider le sol fin par expansion en fait, des lames de résine. Okay. Et juste une deuxième question. Avec cette technique, est-ce qu'on est capable de venir traiter, on va dire, un ouvrage qui est sous un radier qui reprend des sous-pressions? Au niveau perforation, est-ce que ça se fait? Comment on gère? Des sous-pressions? Alors, non. Non. Non, enfin... non, mais je ne sais pas s'il y a des techniques de SAS ou quoi que ce soit. Si vous voulez, le problème, c'est la perforation. C'est-à-dire qu'effectivement, du moment que vous allez perforer... Il va y avoir le geyser et après c'est compliqué.
Après, la pression d'injection pourrait permettre, si vous voulez, de contrebalancer, pour peu qu'effectivement la sous-pression ne soit pas trop importante, mais effectivement, on pourrait l'envisager. Le problème, effectivement, c'est de perdre l'étanchéité du radier. Voilà. Merci. Je vous en prie. Une question? Oui, bonjour. Vous avez dit que la méthode n'était pas très efficace sur un sol argileux. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Sur un sol type argile gonflant. J'ai dit que l'amélioration n'était pas forcément aussi marquée sur un sol argileux. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez des résultats sur 1-2 phases d'injection. C'est tout. Et vous avez vu que l'amélioration est quand même relativement importante. Sur un sol argileux, pour atteindre déjà des objectifs comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, on est d'accord. Et il faudra beaucoup plus de phases d'injection. Donc c'est pas impossible. Il y a un moment, il y aura forcément une limite. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pas, dans des sols graveleux, enfin des sols, on va dire sablo-graveleux, on peut avoir une amélioration de l'ordre de 10 fois les caractéristiques initiaux, ce qui est énorme. Mais parce qu'on a cet effet aussi de cimentation qui fait qu'effectivement, on améliore. Dans l'argile, vous l'aurez jamais, ça. Il faut être clair. Voilà. Si on améliore déjà par 2, 3, le maximum que j'ai vu, c'est 4, 5, mais dans des conditions extrêmement favorables. Dernière question. Oui, je n'ai pas compris comment vous accompagnez la résine du pistolet au point d'injection. Vous avez dit qu'il faut éviter qu'elle se polymérise dans le tube. Oui. Et comment vous faites ça alors? Alors, en fait, l'injection, enfin, pas l'injection, la polymérisation se fait au niveau de la chambre du pistolet, pas au niveau de la chambre de pompage. Elle se fait au niveau du pistolet. C'est-à-dire que quand vous arrivez au pistolet, le mélange n'est pas fait encore. C'est à la sortie du pistolet que le mélange est fait. Alors, du pistolet à 11 mètres de profondeur, qu'est-ce qui se passe dans le tube alors? Il y a une chambre d'injection? Non, vous avez le pistolet. Dans le pistolet, vous avez une chambre d'injection dans laquelle une chambre dans laquelle se fait le mélange des deux produits, puisque nous sommes sur un produit bicomposant qui, lorsqu'ils vont se mélanger, vont effectivement former un polyuréthane. D'accord. Le temps de former ce polyuréthane et d'arriver à l'état de mousse, il faut de l'ordre d'une dizaine de secondes. J'ai compris. Voilà. Donc en fait, le mélange se fait au niveau du pistolet et est propulsé tout de suite. Propulsé par quoi? Propulsé par quoi? D'accord. C'est pneumatique. C'est une propulsion pneumatique. Bien, merci encore Nicolas Faure pour cet Merci à vous. exposé.